Bonsoir à tous. Donc Alexandre Lacour, j'ai rejoint cette année le Institut pour accompagner sur la partie Industrie 4.0. Donc le but de ce soir, c'est de vous faire un retour d'expérience sur la partie CES. Donc on va avoir un ensemble de slides qui va toucher vraiment qu'est-ce que le CES. Et derrière, on va aborder 3 thématiques qu'on a sélectionnées. La partie résilience, la partie Industrie 4.0 et un petit focus sur la 5G et l'IoT. Donc le CES, en quelques mots, du moins en quelques chiffres, c'est aujourd'hui plus de 182 000 participants, 4 500 entreprises. C'est vraiment le salon de l'innovation qui a lieu du coup tous les ans en début d'année à Las Vegas. Une partie du CES, une partie du salon est vraiment dédiée aux startups. C'est l'Eureka Park. C'est vraiment l'endroit où on va retrouver un maximum de startups. On parle aujourd'hui de 40 nationalités sur l'Eureka Park, 1200 startups. Et derrière, on va identifier en fait les tendances que l'on va trouver sur le CES qui n'y avait pas forcément les années précédentes. Un focus cette année sur la résilience qui a été un nouvel espace aménagé. Derrière, on a la partie sport technologie, digital money avec notamment tout ce qui est cryptocurrency et entreprise solutions où là on va parler plus des solutions IT au niveau entreprise, que ce soit la partie CRM ou que ce soit des solutions qui vont aider l'entreprise à se transformer sur un aspect process. La France au CES extrêmement représentée puisque cette année c'est la première nation au niveau start-up. On parle du coup de 376 startups dans l'Eureka Park et 414 entreprises françaises au CES. Donc c'est clairement devant les États-Unis au niveau startup. On avait aujourd'hui 11 régions qui avaient été représentées, dont 9 sous la bannière French Tech, ce qui est quand même une belle réussite pour du coup la France, et 2 qui étaient en fait en région propre, notamment Grand Est, je crois, et Rhône-Alpes. Plutôt de bons résultats, puisqu'on parle de 57 entreprises françaises awardées au CES. Donc il y a vraiment tout type de award, puisque on va avoir des gens comme EVBox qui ont notamment développé un chargeur pour des voitures. On va avoir Yvonne, par exemple, qui fait des chaussures connectées en cas de chute pour notamment des techniciens ou des personnes sur les sites industriels. On va avoir Véritable, par exemple, qui fait un potager qu'on va pouvoir utiliser à la maison de manière à pouvoir faire pousser tout simplement ses plantes dans sa cuisine. Ou encore Mersenne, qui a développé une box qui permet de suivre notamment la qualité de l'environnement dans lequel on se situe, c'est-à-dire la qualité de l'air, la pollution aux ondes. Donc il y a vraiment des technologies hyper variées en termes de représentation et d'awards. Un focus sur les Best Awards, donc il y en a 2 cette année en France, enfin 2 sociétés françaises. Snips qui utilise l'Edge Computing pour de la reconnaissance vocale. Donc plutôt intéressante puisqu'aujourd'hui on va avoir en règle générale beaucoup d'utilisation autour du cloud computing pour tout ce qui va toucher au voice control. Donc dès qu'on parle de Alexa chez Amazon ou quand on va parler de Google Assistant chez Google, on utilise le cloud pour aller processer le langage. Snips va le faire en embarqué directement donc sur un device, ce qui permet notamment en termes de privacy des données d'être extrêmement intéressant. Et quand on parle de résilience, c'est une manière aussi d'être résilient dans une architecture. L'autre solution, c'est BeLife, qui a développé une ruche connectée. Donc là, on est plus dans le côté environnement, pérennité. Le principe, c'était tout simplement de faire un geste pour les abeilles aujourd'hui qui, typiquement, sont en voie de disparition par un parasite que l'on appelle le varroa. Et en fait, pour tuer ce parasite, il suffit de monter la ruche à 40 degrés pendant un certain nombre d'heures et plusieurs fois dans l'année, et ça va tout simplement permettre de tuer ce parasite-là. Donc, BeLife, pareil, société française. Côté Google, ils ont triplé l'espace qu'ils avaient eu l'année dernière. On parlait de 1800 m² en 2018. Là, on parle de 5400 m². 30 suites. Donc au CES, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des suites qui sont réservées quand les sociétés veulent recevoir leurs clients de prestige ou leurs partenaires. Donc Google a vraiment mis le paquet là-dessus, avec un focus énorme sur la partie voice control. Le gros challenge entre Alexa et Google, c'est la voix, la donnée. Et donc, du coup, le but de Google, c'était de rattraper indirectement ce retard.
petit retour de Google qui dit tout simplement qu'aujourd'hui, même si Alexa se déploie très vite, on a pour beaucoup un Android ou un OS qui tourne avec un Android. Donc, potentiellement, on a déjà aussi beaucoup, tous, Google Assistant sans forcément l'utiliser. Apple, pas présent, boude le CES, mais toujours sur ses propres événements. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'ils ont trollé un petit peu les petits confrères en expliquant que les données qui sont sur un iPhone restent tout simplement sur un iPhone et que leur modèle économique, en gros, n'est pas basé typiquement sur de la vente de données tel qu'on peut le voir chez d'autres acteurs. Donc ils avaient placardé sur un immeuble assez conséquent, donc on ne pouvait pas forcément le rater, ce petit troll concernant leur position. Présence chinoise. Donc aujourd'hui, moins 20%, enfin du moins il y a 20% d'exposants en moins cette année sur l'édition, pour plusieurs raisons. Donc on a tous écho de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, difficulté ou du moins inquiétude d'importation concernant le matériel sur l'exposition. Il y a eu d'autres sujets autour de Huawei, notamment avec la directrice financière de Huawei qui avait été du coup arrêtée au Canada, des gros sujets notamment en termes de sécurité, puisque les données passent par des équipements qui aujourd'hui étaient produits par Huawei. Donc il y a quand même de gros enjeux politiques, sécurité, et on a pu le voir aujourd'hui en termes de présence côté Chine. Alibaba, moins présent cette année. Par contre, son concurrent, JD.com, que l'on ne connaît pas forcément bien pour tous, qui est aujourd'hui le pendant d'Amazon, et qui a un déploiement sur le territoire qui est extrêmement important, puisqu'aujourd'hui, ils sont même potentiellement devant Amazon sur tout ce qui va être store physique sur le territoire en Chine. Dans les 8 thèmes du CES qui ont été identifiés par le Hub, donc on a un focus, nous, sur la partie résilience 5G, Industrie 4.0, mais il y avait d'autres thèmes qui sont dans le report, notamment du Hub. Toute la partie mobilité qui concerne vraiment tout ce qui est véhicules autonomes, tout ce qui est navettes, tout ce qui est lié vraiment à la partie déplacement, donc notamment la mobilité as a service, donc ce qu'on appelle le MaaS. On a toute la partie Smart Place, où là, on va mettre tout ce qui est Smart Building, Smart City, Smart Home. Donc, potentiellement, en CES, tout est devenu smart, que ce soit la voiture, le logement, l'immeuble, la ville. Un sujet sur tout ce qui est interface, puisqu'il y a eu pas mal de technologies sur les interfaces qui ont été développées, notamment des interfaces avec des écrans pliants par la société Rollioll. Il y a eu d'autres interfaces sur la partie gestion, donc notamment au toucher. Et d'autres focus côté retail et santé. Si on prend le sujet de la résilience, donc la résilience, quand on essaie de définir la résilience, on part notamment du latin, on dit resilio, rebondir. Mais si on devait le définir, on part vraiment d'un sujet simple qui est de dire c'est la capacité à maintenir en conditions opérationnelles un système. Que ce soit un système, que ce soit une solution, un produit, une infrastructure. Le but, c'est qu'elle soit capable de résister à des chocs qui soient importants ou à des tensions. C'est aujourd'hui quelque chose qui est assez intéressant puisque du coup, la tech commence à vraiment se poser la question sur ce sujet de résilience, puisqu'on est quand même gros consommateur à un moment de minerais, notamment dans la partie technologie. Ce côté green au CES, on ne peut pas dire qu'il est extrêmement présent, mais il y a peut-être une prise de conscience sur ce sujet-là. Dans les thèmes de la résilience, on a du coup identifié l'énergie, la sécurité, la cybersécurité et la partie santé. Si on regarde du coup au niveau des catastrophes naturelles, qui a été un sujet marquant, on parle aujourd'hui de 155 milliards de pertes en 2018 liées aux catastrophes naturelles. C'est au-dessus de la moyenne des 10 dernières années. C'est nettement moins que du coup l'année 2017, qui est une année record à 355 milliards. Néanmoins, ça met en avant potentiellement un sujet économique, puisque du coup, il y a des choses à faire sur ce sujet-là. À en entendre aujourd'hui les collapsologues, quand on prend des théories d'effondrement et quand on prend aujourd'hui notre société, on sait qu'indirectement, on va avoir des enjeux, donc on peut éventuellement travailler sur des sujets de résilience.
Dans les principaux défis des villes en 2018, ce qui est ressorti du CEF, c'est qu'on était vraiment focalisé sur l'amélioration des modes de vie à travers le monde. Donc, on classait la côté choc avec inondation, température extrême et défaillance des infrastructures, et les tensions. Alors, dans les tensions, on peut avoir des tensions en même temps qui sont liées tout simplement à des tensions sociales aussi, comme on a pu le connaître en France ces derniers temps. Donc du coup, le but, c'est de répondre à ces problématiques de résilience. Hyundai, de son côté, a développé un véhicule qui est monté en fait sur pivot plus suspension. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un véhicule qui est capable de rouler comme une voiture, qui est capable en même temps de se lever et qui est capable de marcher tel que pourrait le faire un mammifère ou un reptile. Une autre technologie, donc Watergen, eux, partent d'air pour pouvoir produire de l'eau. Donc du coup, ils vont être capables de fournir une technologie de production d'eau décentralisée. Petit parallèle côté blockchain, quand on parle de décentralisation, c'est en même temps une des manières de rendre une architecture ou un système résilient. Là, on décentralise la production d'eau comme on parle aujourd'hui de décentraliser la production d'électricité. Higher Ground, de leur côté, ont développé un device qui permet à tout téléphone GSM de communiquer via le satellite. Donc le but de rester connecté, notamment dans des situations critiques. Côté cybersécurité, tout est de plus en plus connecté, les devices sont de plus en plus connectés. On parle de 134 milliards de pertes entre 2018 et 2022. Donc annuel, c'est plus 23%. Par rapport à 2017 et 2018. Donc il y a une prise de conscience énorme sur ce sujet de sécurité. Et quand on regarde d'ailleurs les chiffres, on a aujourd'hui une croissance des attaques, mais les entreprises sont mieux préparées. On parle aujourd'hui de 70%, on parlait en 2007 de 70% des attaques maîtrisées. Là, il y a 87% des attaques maîtrisées en 2018. Par contre, il n'y a pas plus de pénétration au niveau des systèmes. Ce qui veut dire qu'il y a un investissement qui a été fait de manière conséquente au niveau des entreprises pour se sécuriser sur ce sujet-là. Point essentiel, la plus grosse faille informatique, elle était déjà expliquée dans les années 2000 par Kevin Mitnick, c'est l'humain. Donc le problème aussi, c'est qu'indirectement, on peut protéger les systèmes, on peut faire beaucoup de choses, mais la plus grosse faille informatique, c'est aujourd'hui l'humain. Au CES, une société, donc l'IFIMAX, a répondu sur ce sujet-là en mettant en avant la technologie LiFi, qui permet d'éviter d'utiliser des ondes et d'utiliser la fréquence lumineuse pour pouvoir transmettre de la donnée. Donc son fondateur explique qu'il y a un gros avantage en termes de sécurité et qu'a priori cette sécurité serait inégalée. Petit focus maintenant sur la partie 5G. Côté Qualcomm, on est aujourd'hui à peu près 7,5 milliards sur Terre. On a passé les 30 dernières années à connecter les êtres humains. On passera les 30 prochaines à connecter du coup les objets. Quand on parle d'objets, en 2025, on s'attend à peu près à 25 milliards d'objets connectés, avec une tendance côté IoT industriel, donc IoT, qui va avoir une croissance plus importante. Donc on était en 2018 à 4,6 milliards de connexions. On parle du coup en 2025 de 11,4, mais on s'aperçoit surtout qu'il y a une croissance côté IoT industriel, puisque du coup on va rattraper le retard via aujourd'hui les nouveaux usages que l'on va pouvoir déployer côté industrie. Si on prend la 5G, certains parlent de révolution, alors nous on parle d'industrie 4.0, quatrième révolution industrielle. Les économistes, eux, vont parler de sixième révolution. On va considérer que la technologie 5G va être capable d'amener une rupture importante sur de nombreux modèles économiques. Donc on n'est pas forcément aligné sur le nombre de révolutions, mais quoi qu'il en soit, la question c'est que tout le monde est potentiellement conscient qu'il y en a une aujourd'hui. Côté Verizon, alors eux vont plus loin, c'est carrément le saut quantique, avec derrière clairement des ruptures sur les modèles économiques qui existent aujourd'hui. Puisque la 5G, elle apporte beaucoup de choses, et notamment elle peut
potentiellement aujourd'hui se poser la question sur le rôle des architectures IoT qui ont été déployées. C'est-à-dire que quand on entend les réseaux IoT aujourd'hui et l'utilité des réseaux IoT, la promesse à un moment de la 5G, c'est potentiellement d'aller sur ce marché-là. Donc on parle de vitesse et débit augmenté, on parle de latence réduite, on parle de mobilité pour enfin prendre le TGV sans avoir une communication coupée régulièrement. Et puis surtout, on parle d'efficacité énergétique. Aujourd'hui, les réseaux IoT se sont beaucoup déployés puisque forcément, il y avait besoin d'une basse consommation en termes d'énergie pour les capteurs. La 5G va aller sur ce sens-là et va être capable potentiellement de réduire énormément la consommation énergétique. Pour donner quelques chiffres, on téléchargera du coup un petit film de 2 heures en 3 secondes avec la 5G, là où aujourd'hui il nous faut 6 minutes. Dans les grandes lignes, côté 5G, alors on en parle, c'est pas encore déployé, hormis côté Chine, Corée, États-Unis, qui ont eux pris un peu d'avance sur ce sujet-là. La France, on en parle côté 2020. Même si du coup en Europe, il y a déjà eu en Italie des expérimentations qui ont été faites. Et pareil, côté Bouygues Telecom et Huawei, ils ont déjà travaillé sur la 5G à Bordeaux. Donc il va y avoir des déploiements sur 2019-2020 qui vont commencer à arriver. Une des questions qu'a posé D-Link en développant ce routeur-là, c'est est-ce que demain on utilisera le Wi-Fi ou la 5G? Alors le sujet quand même, il est pas anodin, puisque du coup, si on fait du Wi-Fi, on est sur des connexions locales. Si on utilise de la 5G, on est sur des connexions qui ne sont plus forcément locales. Donc ça amène quand même beaucoup de questions sur demain, où est traitée la donnée, où se situe la donnée, est-ce qu'elle reste un moment, ce qu'on appelle dans un LAN, c'est-à-dire local, là où on se situe, ou est-ce que finalement elle est traitée en cloud, et là on repart indirectement dans le cloud computing. Pour le CIO de Qualcomm, c'est carrément l'émergence, la comparaison avec l'électricité. Donc du coup, on est vraiment sur quelque chose qui est d'une rupture extrêmement conséquente. Dans la transformation, on va parler aujourd'hui d'impact conséquent en fonction des pans industriels. Côté industrie 4.0, on parle de 12,5 milliards de dollars. Et puis en fonction des secteurs, on voit que du coup l'impact est de plus en plus conséquent. Côté véhicules connectés, avec la 5G, c'est la brique nécessaire pour pouvoir aujourd'hui interconnecter les véhicules et surtout répondre à ces enjeux d'interconnexion rapide entre chaque véhicule au niveau des infrastructures. Dans les grandes lignes, ce qu'apporte la 5G, alors hormis le fait aujourd'hui que la 4G n'est pas forcément encore rentabilisée chez les opérateurs, que la 5G va nécessiter des investissements, il y a derrière une phase de transition, c'est-à-dire qu'on va commencer à utiliser la 5G sur des réseaux indirectement 4G. Et au fur et à mesure, on ira upgrader les cœurs de réseau en 5G pour pouvoir avoir les promesses qui sont derrière, donc ce qu'on appelle le slicing réseau, qui permet tout simplement d'offrir des niveaux de services différents en fonction des applications. Donc typiquement, les véhicules auront besoin de très peu de latence pour pouvoir interagir les unes par rapport aux autres, et d'autres services pourront avoir besoin de plus de données et de moins de latence. Donc quand on parle de la neutralité du net ou des sujets sur la neutralité du net qu'on a pu entendre aux États-Unis, la 5G potentiellement proposera des offres de services qui feront qu'on n'aura pas forcément tous le même débit ou la même latence pour répondre à des marchés qui sont différents. Le gros sujet de révolution qu'on a vu aussi, c'est l'edge computing. Alors déjà en 2015, on entendait parler du fog computing qui était sorti notamment de chez Cisco. Quand on prend un petit peu cette strate, on parle d'edge computing à partir du moment où on va commencer à utiliser ou à traiter de la donnée à une échelle locale. Si je prends par exemple un device qui est embarqué sur un équipement industriel, on est en fait sur un nœud, sur un edge, sur un équipement. Dès qu'on va commencer à agréger les données de ces différents nœuds, on va parler de fog, et puis au-dessus, on va parler de cloud. La tendance aujourd'hui sur l'edge computing, c'est d'être capable vraiment d'aller au cœur de réseau pour avancer sur ce déploiement côté edge. Donc la 5G au service de l'edge. Comment on va utiliser la 5G, edge, cloud, gros sujet. Un des exemples, en attendant l'arrivée de cette 5G, c'est du coup l'utilisation de l'IoT à travers les satellites. Parce qu'aujourd'hui, le modèle économique en utilisant le satellite pour de l'IoT est encore viable.
Donc du coup, certains ont commencé à développer justement ce réseau IoT à travers les satellites. Petit focus industrie. CES, on en entendait peut-être un peu plus côté consumer, côté B2C. De plus en plus, ce que l'on recherche en tant qu'utilisateur, ce sont des produits aussi personnalisés. Les produits personnalisés nécessitent des évolutions au niveau des usines, que ce soit en termes d'agilité, en termes de temps de réponse. Le CES commence en même temps à se poser à ces questions-là. Pour des raisons simples, c'est que les constructeurs automobiles sont hyper présents et du fait de leur présence, permettent d'avancer sur plein de sujets autour justement de l'automatisation, de la connectivité, de l'intelligence embarquée, de la cybersécurité. La quatrième révolution industrielle, aujourd'hui, on en est tous conscients. Alors, on parle d'industrie 4.0, on va dire en Allemagne, en France, notre programme, c'est quand même l'industrie du futur. Il y a toujours un petit peu le positionnement qui est d'accompagner cette tendance-là. Si on regarde les technologies que l'on trouve dans l'usine 4.0, on a l'infrastructure des réseaux, donc tout ce qui va toucher notamment cette partie Edge, Cloud, où est-ce que je traite la donnée. La partie IoT, tout ce qui va toucher aux robots, aux cobots, et donc du coup la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Donc du coup le but demain, l'usine elle doit gagner en flexibilité. On parle de, au CES cette année, plus 27% d'exposants autour de la robotique. C'est-à-dire que le côté robot, autonomie, accompagnement des personnes en usine, automatisation en logistique des déplacements des différents équipements est un sujet que l'on peut voir aujourd'hui au CES. Et pour ça, on en parle à travers ce qu'on appelle donc les AVG, donc les véhicules guidés, autonomes, beaucoup présents dans le process aujourd'hui des manufacturiers côté automobile. Le but, c'est qu'ils se déploient de plus en plus au niveau un ensemble d'usines, sans forcément que ce soit des très gros constructeurs. Une évolution importante sur les robots industriels. Alors, on sait que la France est en retard par rapport à l'Allemagne. Néanmoins, aujourd'hui, il y a une croissance que l'on peut constater sur les robots. La difficulté, après, c'est comment l'intégrer. Et puis, quel est le retour sur investissement quand on intègre un robot? On se rend compte que ce n'est pas encore aussi simple que ça. L'impression 3D, moins présente que les autres années, mais toujours aussi importante, puisque l'impression 3D, notamment il y a déjà en 2007, on parlait d'utiliser l'impression 3D avec la blockchain. En gros, l'idée est de dire demain, je ne fabrique plus une pièce dans mon usine et je l'envoie à mon utilisateur final. Je suis capable d'imprimer la pièce au plus proche de l'utilisateur. Je vous fais un parallèle avec les Fab Labs, qui sont capables d'imprimer certaines pièces, et derrière de sécuriser tout simplement cette impression et ce coût avec la blockchain. Dagoma, start-up française qui est du côté de Lille, expliquait déjà qu'en 2017, on pourrait utiliser la blockchain pour vendre tout simplement un plan au lieu de vendre une pièce physique plus le transport qu'il y a derrière. En allant un peu plus loin, cette société, donc Zimple 3D, eux ont commencé à se poser la question en disant je peux indirectement cramer du plastique, mais en même temps, il y a des gaz. Et puis quand on commence à être dans des process industriels, il y a aussi un environnement à respecter. Donc du coup, ils travaillent sur le sujet du coup de la qualité de l'air au niveau justement de l'impression 3D. Quand on prend la data, donc la data, on a bien compris, au cœur de l'usine, il y en a de plus en plus. Les sujets de maintenance prédictive, maintenance préventive vont être de plus en plus conséquentes. Et pour le coup, il y a un marché derrière. Et c'est un marché aujourd'hui sur lequel il faut être extrêmement prêt, puisque que ce soit de la performance opérationnelle dans l'usine ou que ce soit du gain énergétique dans une usine, c'est des choses aujourd'hui où il y a indirectement de la place en termes de réduction de coûts pour les entreprises. Côté drone, on a aussi du coup des déploiements qui sont assez conséquents, qu'on va utiliser beaucoup sur la partie notamment surveillance sécurité. On a eu un sujet aussi sur le jumeau numérique, le Digital Twin, déjà très présent côté BIM, pour ceux qui sont plus côté infrastructure, donc Smart City, Smart Building. Si on prend le Hypcycle de Gartner, on s'aperçoit qu'ils l'ont mis en haut, donc ils attendent à ce que dans les 5 prochaines années, chaque objet industriel ait son jumeau numérique. Grande question sur coupler le jumeau numérique avec la donnée. Dans les exemples
Côté data, donc on a Philbox, qui d'ailleurs est avec nous ce soir, qui travaille du coup sur l'usage de l'intelligence artificielle pour améliorer les process industriels, donc optimiser les process industriels. On a Profisi qui, eux, vont utiliser une caméra de manière indirectement à proposer une lecture donc, vidéo en ayant par-dessus des algorithmes qui vont permettre d'authentifier ou du moins de superviser ou de détecter ce qu'une personne en usine souhaiterait détecter. Donc le but là, c'est vraiment d'être capable d'embarquer ce côté sensoriel de visuel directement dans un device au cœur d'un process industriel. Un autre exemple d'ECBrain qui, eux, vont utiliser l'intelligence artificielle principalement pour les réseaux complexes, donc tout ce qui est gaz, eau, électricité. Le but là, c'est vraiment d'aller chercher à optimiser la performance énergétique ou la performance opérationnelle, voire potentiellement rerouter des flux d'eau, de gaz ou d'électricité en fonction des infrastructures. On avait un sujet concernant donc, la partie maintenance prédictive dont on parlait tout à l'heure. 11 milliards, c'est la valeur de marché mondiale de l'industrie d'ici 2022. C'est une source d'économie pour un grand nombre d'entreprises et sur lequel les industriels commencent vraiment à se pencher. Un des exemples sur la maintenance prédictive, donc là on est même potentiellement encore en dessous ce qu'on appelle de l'edge computing, puisque pour travailler notamment sur de la vibration, ce que fait Carfit, c'est qu'ils vont être capables à partir de la lecture de capteurs qui vont vous transférer des données vibratoires, d'être capable de traiter le signal à haute fréquence et d'en sortir des signatures. Donc on prend, à la limite, on écoute tout simplement un capteur, qu'il soit électrique ou qu'il soit vibratoire. À une certaine fréquence, on va déterminer ce qu'on appelle une pattern, une signature, qui va nous permettre de connaître l'état de santé mécanique d'une structure, que ce soit à travers l'électrique ou que ce soit à travers la partie vibratoire. Les drones, du coup très présents. Et principalement, côté construction, agriculture, donc assurance, raffinage, sécurité, c'est toujours un petit peu le concentré de technologie qui est à la fois d'être capable de mesurer de la donnée, mais en même temps processer de la donnée en vol ou processer de la donnée après. Là, dans le cadre de Uavia, eux ont développé une plateforme qui permet de piloter un ensemble de drones à partir d'une plateforme cloud. Le but, c'est de déclencher et de faire partir un drone sans qu'on soit physiquement à côté. Donc, je n'ai pas besoin d'être à côté de mon drone pour qu'il vole. Je le pose sur des sites, il va faire ses missions et on va tout simplement avoir dans une plateforme l'intégralité des rapports de vol des différents drones. Aeromapper, de son côté, s'est positionné sur les drones, ce qu'on appelle du coup hors vue, altitude de 150 mètres, capacité de 2 heures de vol. Et là, du coup, ils vont aller surveiller, notamment chez Engie, toute la partie stockage de gaz naturel. Donc, c'est StoreNG, et c'était une start-up qui était du coup sur le stand d'Engie. L'intelligence artificielle appliquée à la vidéosurveillance. Donc là, du coup, on est sur un cas d'usage que nous a présenté Aquila, qui était notamment dans les aéroports, sur la raison pour laquelle les gens laissent leur bagage, abandonnent leur bagage dans un aéroport. Et la raison principale, en fait, c'est que pour des questions de surpoids, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas payer le surpoids, du coup, ils laissent le bagage. Et ils ont pu le savoir tout simplement parce qu'ils ont utilisé des algorithmes sur la base des flux vidéo qu'ils ont captés. Et sur la base de ces flux vidéo-là, ils ont pu retrouver tout simplement les gens qui avaient abandonné les bagages. Et les réponses qui étaient données, c'était tout simplement pour éviter de payer le surpoids. Les gens préféraient abandonner leur bagage. Augmenter le travailleur. Donc là, on prend le parallèle en même temps à tout ce qu'on a pu voir côté fitness, monde connecté, tout ce qui est vêtements connectés, mais qu'on va appliquer un peu plus du coup dans l'industrie. Donc là, on commence par les lunettes. Sujet important sur le partage d'expérience entre du coup un technicien et un expert. On a souvent ce problème de ne pas pouvoir envoyer un expert sur des sites un peu partout dans le monde, ce qui fait que l'objectif principal, c'était tout simplement d'avoir un expert et un ensemble potentiellement d'intervenants et d'être capable de partager cette expérience. Donc là, on a un petit peu le sujet d'utiliser la réalité augmentée
pour fournir un maximum d'informations, de procédures, de manière à avoir une autonomie sur site pour des techniciens. Et on a la même chose chez Takeaway qui du coup permet tout simplement d'interagir directement avec un technicien et un expert pour que du coup tout ce qui est manipulation sur site et tout ce qui va être lié à des opérations puisse être fait beaucoup plus simplement. Une autre société là qui va utiliser un device pour pouvoir mesurer les différentes postures que des personnes en usine vont régulièrement faire au quotidien dans le but d'améliorer tout simplement les postures au travail, donc tout ce qui est notamment troubles musculo-squelettiques et tout ce qui est posture pouvant nuire tout simplement à notre quotidien lorsqu'on est du coup en usine. Une autre société, ProGlove, donc là, eux, ils ont fait très simple, ils sont partis de chez BMW. Le sujet était de scanner régulièrement, notamment, tout ce qui était des procédures d'assemblage, tout ce qui était lié à de la logistique. Et au lieu de le faire avec des douchettes, ils ont pris un gant, ils ont posé un device en fait dessus, et de manière beaucoup plus simple, ils sont capables, dans des procédures d'assemblage et dans des usines, d'être capables de scanner tout simplement l'ensemble des procédures qu'ils sont capables de réaliser durant les phases d'assemblage. Syslor, eux, ils utilisent la réalité augmentée pour reconstruire des réseaux souterrains de canalisation. Donc là, le but était de laisser intervenir donc, des personnes sur site, d'ouvrir tout simplement des tranchées. Les personnes sur site sont capables de prendre des photos et à partir de ces photos-là, ils vont être capables de reconstruire le modèle 3D qui, derrière, tout simplement, peut venir alimenter notamment la maquette numérique, donc le fameux BIM. Et j'ai fini. Je vais du coup demander à Michael s'il peut nous rejoindre. Ah bah voilà, super. Et je prends. Oui, de toute façon, il n'y a pas de slide, hein, c'est 5 minutes. Non, oui. Donc l'homme m'a demandé de faire un petit retour d'expérience sur le pourquoi Total se rend au CES et aussi pourquoi Total est physiquement présent au CES. Donc nous, on y va depuis 3-4 ans, déjà plutôt de manière, en mode learning expédition, avec un certain nombre de collaborateurs qui y vont, parce qu'on considère qu'aujourd'hui, on fait quelques autres événements dans l'année, mais le CES, c'est vraiment l'image arrêtée de l'état de l'innovation technologique mondiale dans toutes les géographies, aussi bien asiatiques que européennes et nord-américaines, qui ne prédit pas ce qui va se passer, mais ça donne justement à cet instant T la vision qu'ont les gens de ce sur quoi déjà ils travaillent, ils investissent, et dans des secteurs qui nous intéressent. Donc c'est à la fois une veille sur des tendances sectorielles, donc dans les sujets qui nous intéressent évidemment c'est l'énergie, la smart énergie, l'énergie dans la maison, également la mobilité, hein, ce que disait Alexandre, aujourd'hui le CES c'est quand même le salon de l'automobile de demain avec 27 000 mètres carrés, je crois cette année il y avait sur le véhicule autonome, le véhicule électrique. Bon nous ça a forcément un intérêt pour nos business, mais ça va être aussi le retail, hein, on est un gros retailer, donc voir les tendances. Donc nous aussi on a découvert JD.com, on les connaissait pas mais ils arrivent et ils sont déjà en France, hein, parce que ils ont une politique business très très agressive. Donc découvrir à la fois les tendances sectorielles, des tendances technologiques aussi. Nous, on est en tant qu'industriel, on s'intéresse beaucoup, par exemple, à la réalité augmentée portée, au niveau de lunettes. Bon, on n'a pas encore vu le truc qu'on se dit, ça y est, c'est prêt, on va déployer ça sur nos sites. Alors si nos amis de Thales ou SNCF ou autres, vous avez des choses, on est prêt à partager, mais donc on regarde parce que c'est un moyen de voir aujourd'hui où en sont les gens sur ces sujets de réalité augmentée. En revanche, en termes de tendance sectorielle, cette année qui nous a marqué, c'est la 5G. Effectivement, on en a pas mal parlé. Et alors pour l'anecdote, il se trouve que cette année, on a notre COMEX et notre PDG qui sont venus au CES, et donc on leur a organisé avec le Hub un programme de 35 rendez-vous business, et c'est un des éléments marquants qui est ressorti pour notre COMEX. La 5G, c'est vrai qu'on n'en parlait pas tant que ça. Il y a toujours ces interrogations sur ces révolutions technologiques, à quelle vitesse elles vont arriver.
Là, ça a l'air quand même de plus en plus sérieux. Et nous, typiquement industriels, quand on parle d'IoT industriel, on regardait des choses comme le LoRa, comme Sigfox, et puis avec des gens qui disent non mais tout ça, ça n'a pas d'avenir parce que l'avenir c'est la 5G et c'est là dans 3 ou 4 ans. Donc forcément, pour un industriel qui décide dans le monde entier des politiques d'investissement et des stratégies d'investissement lourdes, on revient pas forcément avec des réponses, mais avec des questions. Et en se disant, et avec ce sentiment, il faut qu'on creuse ces sujets et qu'on mette en place sans doute une veille plus active sur cette arrivée de la 5G et ce que ça va vouloir dire pour nos métiers, y compris pour nos relations clients. Donc là, vraiment, cet aspect veille sectorielle, et puis après, on n'est pas à l'abri des bonnes surprises. Enfin, moi, Alexandre l'a cité, c'est vrai qu'une start-up comme Carfit, qui eux ont un mini device qu'on pose sur le volant de la voiture et qui permet de faire de l'analyse vibratoire temps réel de et derrière de commencer à faire de la maintenance prédictive pas chère. Nous, dans notre politique Industrie 4.0, on regarde la maintenance prédictive, mais jusqu'à présent, c'était des programmes très coûteux sur des gros équipements, et on voit des acteurs comme ça qui arrivent avec ces thématiques de maintenance prédictive pour pas cher qu'on va pouvoir commencer à déployer sur tout un tas d'autres équipements. Donc ça, c'était pour la partie veille. Après, on y est aussi physiquement. Donc cette année, on avait un stand en partenariat donc avec la région Île-de-France. Alexandre a mentionné qu'il y avait un certain nombre de régions. Donc une approche partenariale avec la région Île-de-France. On était également avec Air France et Dassault Systèmes, avec l'idée de donner un coup de pouce à des startups partenaires et vraiment cette idée de communiquer sur nos thématiques d'innovation, notamment industrielles, mais à travers des startups qu'on va mettre en avant. Alors visiblement, elles étaient bien parce qu'on en a amené 4, il y en a 3 qui ont été cités. Donc c'était Fieldbox.ai avec Clément qui est là-bas, une société qui est vraiment partenaire au quotidien de Total dans notre déploiement de ce qu'on appelle la data industrielle, donc notamment comment embarquer toutes nos entités, tous nos métiers industriels sur la maintenance prédictive et la valorisation des données. Et donc avec une plateforme développée par cette start-up dédiée justement à l'environnement data industriel. La seconde, c'était Uavia, et je vais en dire 2 mots parce qu'ils ont quand même réussi une prouesse. On était un certain nombre à leur dire non, vous n'y arriverez pas. Donc Uavia, plateforme digitale qui permet à des opérationnels qui ne sont pas eux-mêmes pilotes de drones de commander des drones sur un site industriel. Donc nous, on a une expérimentation en cours sur une de nos raffineries avec l'idée de commencer à avoir les drones en utilisation quotidienne pour faire une inspection verticale, une opération de surveillance. Et donc là, ils avaient fait le pari de faire piloter à Patrick Pouyanné, notre PDG, un drone situé en région parisienne depuis le CES. Donc la nuit précédente, ça a un peu transpiré. Jusqu'à 5 minutes avant, le réseau passait pas, et donc ils ont réussi à faire piloter. On a pu voir la Tour Eiffel avec le soleil, la nuit qui tombait, depuis le CES, piloté, donc avec cette idée que c'est un vrai enabler pour déployer les drones sur des sites industriels en donnant la main à des opérationnels et pas à des pilotes de drones. La troisième, DC Brain, qui était sur la thématique des réseaux complexes, on l'a évoqué, et ça me permet aussi de mettre en lumière pour nous, à travers ces startups, des programmes d'open innovation qu'on a mis en place, donc notamment Fieldbox et DC Brain sont issus d'un incubateur qu'on a mis en place, un incubateur de startups sur la thématique digitale industrielle, qui s'appelle l'incubateur Usine 4.0, parce qu'on n'est pas allemand, on est français, mais on utilise ce terme d'usine 4.0, et qui nous a permis, à travers, depuis 2017, où on est réellement actif, de sourcer des startups avec derrière la promesse associée de faire des expérimentations sur des sites industriels. Parce que souvent, c'est un des freins pour des startups tech de passer la barrière de l'usine. Donc on a permis comme ça d'identifier, nous, des startups, de les mettre au contact de nos opérationnels, et puis derrière de leur permettre d'avancer dans leur cheminement en faisant des expérimentations sur des cas concrets dans des sites industriels, et qui derrière sont pour eux un coup de pouce. Et puis comme là on travaille de manière stratégique, on a intérêt à ce que ces startups soient visibles, déclenchent des financements, donc c'est bien pour nous aussi de les emmener aux US. Et pour répondre à la question pourquoi toutes ces startups françaises on les emmène aux US, malheureusement, un des freins à la croissance des startups en France, c'est l'argent, c'est l'investissement, nos capacités d'investissement, non pas en amorçage, mais plutôt dans la période intermédiaire avant une entrée en bourse. Et la réalité, c'est que les gros investisseurs sont aux US. Donc c'est aussi pour ces startups-là, pas tant d'être dans la presse française, mais être visible d'investisseurs américains.
Il y a un dernier mot, j'ai déjà dépassé. Non, mais parce que je vois, il y a une question là. Ah oui, je lisais te pas concernant, quel gain mesurable pour Total a embarqué le COMEX au CES? Bon, c'est un peu court, hein, c'était en début janvier. Donc, Tout à fait. Mais En l'occurrence, ils nous ont demandé de les emmener, donc on n'a pas essayé de les convaincre. Là, c'était une volonté de Patrick Pouyanné. Mais pour remettre dans le contexte, en fait, depuis 4 ans, notre PDG a décidé de prendre son COMEX et de s'immerger pendant 3 à 4 jours dans un écosystème représentatif de l'innovation. Ils ont fait la Silicon Valley il y a 4 ans, ils ont fait Bangalore. Je ne sais pas si c'est confidentiel, mais bon. Ils ont fait Shanghai l'année dernière, et puis là, ils nous ont dit l'été dernier, on vient au CES. Alors pour être honnête, on a essayé de leur dire que ce n'était pas une bonne idée, que c'était 12 km de marche par jour, une logistique impossible à mettre en œuvre, etc., qu'on allait savoir à la dernière minute quels sont les rendez-vous qu'on allait pouvoir caler. Par exemple, on essayait de caler un super rendez-vous avec Huawei, qu'on a supprimé 3 semaines avant, parce que Huawei a dit qu'il n'envoyait plus de dirigeants. Donc voilà, mais en l'occurrence, pour eux, ils ont dit, voilà, ils ont une vision globale, ils ont rencontré JD.com, ils se sont dit, ah oui, donc les acteurs chinois, ils arrivent sur le retail et ils sont hyper agressifs. Des choses qui ont pu les marquer, c'est aussi, parce que c'est pas que des startups, c'est un Panasonic où on a pu avoir un rendez-vous avec le vice-président stratégie monde de Panasonic qui expliquait qu'il y a 10 ans, Panasonic avait 90% de son business sur de l'électronique grand public, des téléviseurs et autres, et que 10 ans après, ça représente moins de 10% de leur business, et qu'il y a eu un shift complet de leur business, où maintenant ils sont positionnés sur des plateformes V2X. Alors ça permet en même temps, ils s'éduquent sur qu'est-ce qu'une plateforme V2X, Vehicle to Everything, et que comment tout le monde va être connecté. Donc voilà, c'est avoir ce snapshot tech, les nouveaux acteurs, comment certains ont pris des virages lourds, et puis à la fin, ils nous ont dit qu'ils étaient contents, donc ça a été très riche. Et je terminerai juste, sauf il y a d'autres questions, sur la dernière start-up qu'on avait emmenée, ou qui là était moins sur l'aspect Smart Industry, mais comme j'ai un collègue de notre filiale Direct Energy qui est là, je ne peux pas ne pas en parler. Donc c'était une start-up qui s'appelle Ease of Things, qui eux développe des objets connectés miniaturisés. Et avec cette start-up, Direct Energy a développé une solution qui permet, à travers un petit dongle, un petit objet connecté qui se branche directement sur le compteur Linky, de faire de la remontée de données temps réel, du traitement temps réel, et à terme, pour les clients de Direct Energy, d'avoir sur son smartphone un assistant intelligent à la consommation énergétique qui va vous permettre de visualiser votre consommation. Voilà, si j'ai toutes les lumières allumées dans la maison, je consomme X euros par jour. Et puis demain, ça va être d'aller vers des modalités de tarification dynamique, etc. Donc vraiment commencer à être un assistant intelligent à la consommation d'énergie dans la maison. Et je m'arrête là pour mes 5 minutes. Merci beaucoup. On a ensuite Vincent Genot qui peut nous rejoindre de Siemens pour un retour sur les enjeux de l'industrie chez Siemens. C'est ça ? Oui. En quelques mots, on a 10 minutes. Franchement, 10 minutes, c'est parti. C'est jouable ? Super. Il me faut juste le truc pour passer les slides. Merci. Bon, ce qui est bien, c'est que tout a été dit. Il y a eu un résumé super, un besoin d'un grand compte comme Total. Alors, au niveau Siemens, nous, c'est assez simple. Déjà, on est toujours attentif au marché. On parlait des milliards. 100 milliards, c'est le marché potentiel évalué par McKinsey en France. C'est pas simplement 100 milliards, c'est également un gros challenge. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, quasiment la moyenne d'âge des machines dans les industries dépasse les 20 ans. Donc on a 2 solutions. Soit on passe de 18 à 12% du PIB au niveau de l'industrie en France, et on continue à se casser la figure. Soit effectivement, on utilise cette révolution 4.0 pour faire un bond, et pour bénéficier de ce nouveau marché, et aussi partir à l'export. Et ça, c'est fondamental. Donc les industriels, je vais aller assez vite, 10 minutes, sur les besoins classiques, vitesse, flexibilité, qualité, efficacité, le tout dans un environnement sécurisé. Et en fait, on est pour nous, Siemens, sur une logique de continuité numérique. C'est-à-dire qu'on parle de jumeaux numériques, on parle d'IoT, on parle d'intelligence artificielle. C'est des éléments qui vont être mis en place par un industriel par bout. Une chaîne de production va mettre une machine en 4.0, une deuxième, une troisième. À un moment donné, ils vont se retrouver avec une ligne de production et ils vont avoir un environnement 4.0. En parallèle, ils auront mis une plateforme IoT. Sur cette plateforme IoT, ils auront traité leurs données.
et ils vont effectivement être en mesure de reboucler l'ensemble. Donc il y a des choses toutes simples. Le jumeau numérique du produit, ça on le fait depuis des années, c'est simple. Jumeau numérique de la production, de la machine, ça se fait aussi depuis pas mal de temps. En revanche, à un moment donné, ce jumeau numérique, ce qui est intéressant, c'est de le coupler avec la production réelle. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a ? On a une vraie rupture. On a une rupture depuis des années entre le virtuel et le réel. Aujourd'hui, on a une machine 4.0, on a un jumeau numérique de cette machine, c'est la réalité. C'est-à-dire qu'on est en mesure, à partir de ce jumeau numérique, de tester cette machine en réel sans avoir à la remonter dans l'atelier. On est en mesure de l'expédier, de faire les modifications à l'autre bout pendant l'expédition à l'autre bout du monde, de former les équipes, mais on génère la codification. On a un vrai lien maintenant entre le virtuel et la production. Ça, c'est quelque chose qu'on ne trouvait pas. À un moment donné, on avait un jumeau numérique, puis après, plus rien. Plus rien, et on repartait à zéro. On repartait de la mécanique, de l'automatisme, du réseau industriel, et on repartait à zéro. Un constructeur de machines, par exemple comme Sidel, qui fait dans l'agro, qui fait des machines à faire ce genre de bouteilles, ils sont passés en jumeau numérique. Pour produire une machine, ils mettaient 8 semaines. Avec la logique de jumeau numérique, de test virtuel, de formation virtuelle, ils sont passés de 8 semaines à 2 semaines. Un time to market absolument incroyable. Après, effectivement, ils ont toute la ligne de production. Bon, un de leurs clients, petit à petit, rajoute bout par bout ses machines, modernise son site de production. Alors, effectivement, comment il fait ? Il fait effectivement, il est sur la production réelle, et là, on a le digital twin de la performance. Donc, produit, production, performance. Et là, on est sur la continuité numérique. La performance, on est sur une plateforme IoT, on capte de la donnée. Je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit par Alexandre, c'était parfait. On se retrouve effectivement sur un certain nombre d'informations qu'on traite avec de l'intelligence artificielle et qui nous permettent effectivement d'améliorer la productivité, de faire de la maintenance prédictive, préventive, d'anticiper également les pannes, de faire des changements de machines sur des critères objectifs, d'améliorer la qualité des machines et des produits. Et c'est en fait tout ce rebouclage qui est intéressant, être en mesure, à partir des données, à partir des 3 jumeaux numériques, digital twin du produit, de la production et de la performance, qu'on est en mesure, dans un environnement cybersécurisé, de traiter un environnement de production performant et d'être en amélioration continue. Alors ça, effectivement, pour nous, on a une plateforme qui s'appelle Mindshare, qui est une plateforme effectivement IoT, un système d'exploitation IoT. Il y en a déjà pas mal sur le marché. Nous, l'avantage, c'est qu'effectivement, au niveau de l'automatisme, c'est notre métier. On est présent quasiment dans toutes les usines au niveau automatisme et on a une connexion native. Donc le premier point intéressant sur cette plateforme, c'est la connectivité. On connecte notre plateforme IoT et on est connecté à l'automatisme, on est connecté à tous les éléments qui sont sur le réseau OT. Et derrière, effectivement, on ouvre à nos partenaires et là on revient effectivement à ce qui était dit par Alexandre. Avant, un industriel, il arrivait, il allait voir un autre industriel, il disait voilà, moi j'ai vos solutions, pof. Non, maintenant, on est dans un environnement où il y a un écosystème digital avec des startups, avec des sociétés, et c'est cet ensemble qui est intéressant. Donc ce qu'on essaie, nous, c'est de fournir une plateforme IoT qui gère la connectivité, la sécurité des données dans un environnement industriel, dans un environnement IT, avec ou sans solution Edge, bien sûr, et de fournir effectivement à notre écosystème. Alors, des grosses sociétés, vous en voyez là, comme Orange, Atos, Accenture, mais aussi à toute une série de startups, des plateformes avec un application store qui leur permet effectivement de mettre à disposition de l'ensemble des industriels dans le monde leurs solutions en termes d'IA, en termes dashboarding, en termes de traitement de la donnée sur l'ensemble de l'environnement industriel. Donc nous, on capte, on sécurise, on traite, on remonte et on met à disposition un application store pour nos partenaires pour qu'ils soient en mesure d'amener des solutions qu'on n'est pas en mesure, nous, forcément, Siemens, d'amener. Une des dernières startups, effectivement, intéressantes, c'est nos amis de Braincube. Braincube, c'est une startup dans laquelle Siemens investit. Bon, on n'a pas besoin pour être présent sur cette plateforme, on n'a pas besoin d'avoir Siemens au capital, heureusement. Braincube, c'est une société très intéressante dans l'industrie, spécialisée dans l'intelligence artificielle.
Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, pour eux, ils avaient un vrai moteur basé sur l'IA qui permet d'améliorer le TRS, le taux de disponibilité de la ligne de production ou d'une machine d'un industriel. En moyenne, ils arrivent sur un site, ils sont capables d'amener une amélioration de productivité de 30, 40, 20%. Nous, sur nos usines 4.0 en Allemagne, on est super fiers, on dit on est les meilleurs, c'est les Allemands. Mais en France, on est quand même pas mal en termes de software. Et sur des usines où on pensait être à 99% de taux de TRS, on a encore trouvé 5%. Un ROI de moins d'un mois. Incroyable. Et grâce à des startups françaises qui ont un vrai savoir-faire, qui maîtrisent effectivement parfaitement la donnée, sur des modèles, je vais passer très vite, 10 minutes, ça va vite, mais effectivement, plus il y a de données, plus ils sont à l'aise. Derrière, ils extraient sur 25 000 données les 10 données clés. Sur ces 10 données clés, quel est le meilleur fonctionnement et le meilleur état de l'art pour cette donnée. Et derrière, comment le reproduire sur l'ensemble de la production, quel que soit l'environnement. Et naturellement, on arrive à des solutions super intéressantes. Derrière, il faut aussi un écosystème. Alors pour les projets complexes, on est en train d'ouvrir un MindSphere Application Center avec nos amis du CEA sur le plateau de Saclay, qui va permettre effectivement de réunir les chercheurs de Siemens Munich, les chercheurs du CEA en intelligence artificielle, et nous sommes devenus en fait le partenaire du CEA en termes d'intelligence artificielle pour l'industrie. Et derrière, ce qu'on essaie d'amener, c'est un environnement extrêmement favorable à nos startups, Siemens ou non Siemens, mais celles qui sont en mesure de développer sur nos plateformes et d'amener des solutions aux industriels. Donc ça, c'est vraiment un point important en fait aujourd'hui dans cette révolution du 4.0. C'est de tenir ces 10 minutes. Voilà. Merci beaucoup Vincent, c'était super. De rien. Là, du coup, j'ai les deux avec moi. Merci pour le retour. On va avoir maintenant à faire un point avec Thalès qui va nous partager un petit peu ses enjeux en termes d'industrie 4.0. Benjamin ? Ouais, bonjour. Merci déjà d'être venu et de partager avec nous du coup Thalès. Donc l'idée c'est de partager un petit peu où en est Thalès en termes d'industrie 4.0, quel programme, et puis déjà une petite introduction peut-être sur qui est Thalès et comment est implémenté Thalès. Ouais, Thalès, c'est probablement l'une des plus belles entreprises de technologie française, avec des trucs incroyables. Moi, ça fait 5 mois que j'y suis, je vois des trucs de fou. Et c'est à peu près... alors si on part du haut, ça fait des satellites, ça fait de la communication, un tout type de communication sécurisée, le fameux téléphone théorème dont on a entendu parler il n'y a pas très longtemps, qui s'est échappé. Ça fait la couverture de la communication militaire. Ça fait 20% de la valeur ajoutée du Rafale, par exemple. Tout ce qui est cybersécurité qui va fortement se renforcer avec la fusion de Gemalto, qui sera effective cette année. Et puis également tout ce qui est sous-marin, avec pas mal d'équipements électroniques. Alors, la transformation digitale de Thalès, elle a démarré 2016 avec la mise en place de Digital Factory. La première est à Paris, on est en train de dupliquer le modèle à Singapour et à Montréal, finalement pour capter le mode de faire des startups et pour pouvoir fournir des solutions digitales à nos clients et aussi pour développer des solutions digitales à l'interne. Alors, dans ce domaine-là, il y a aussi l'industrie. Alors, il faut savoir que l'industrie chez Thalès, c'est à peu près 20% des effectifs. Alors, 60 000 personnes, un gros bon paquet d'ingénieurs et des industriels également. Une personne sur 5 dans le groupe, moitié en France, moitié à l'étranger, moitié dans la défense, moitié dans le civil. Et l'industrie 4.0, où on en est, on a commencé début 2015, fin 2016, tout un travail effectivement de génération d'idées. Alors plus de 400 initiatives dans le groupe, de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle. On a développé des assets importants, notamment une usine de fabrication 3D métallique au Maroc, qui aujourd'hui fournit l'ensemble du groupe en impression 3D métallique. Et là, on est au moment où on est en train de fédérer, de mettre en place une dynamique commune groupe pour créer notre plateforme Industrie 4.0 pour nos besoins qui sont très spécifiques, avec des contraintes importantes en termes de cybersécurité,
en termes d'analyse de la donnée qui sont cruciales chez nous. Et du coup, en termes d'usage en interne, chez Thales, en termes d'industrialisation, il y a déjà des retours d'expérience avec vraiment des KPI intéressants, des choses que vous avez déjà pu identifier? Sur ces 400 initiatives, moi, je vais en citer quelques-unes pour donner quelques exemples. Quelques-unes notamment sur notre ligne de satellite à Toulouse. Quand on envoie un satellite, c'est un peu compliqué de faire de la maintenance et de la reprise après, donc la qualité, c'est un peu central. Et plusieurs éléments intéressants, des éléments de réalité augmentée sur de l'assemblage, donc sur lequel on va faire de la pico-projection sur l'assemblage pour vérifier que l'opérateur a bien câblé le satellite, un des éléments du satellite. De l'analyse d'images importante, notamment sur l'analyse d'images sur du câblage de cartes électroniques, sur lequel effectivement il y a beaucoup de contrôles. On a accumulé beaucoup de photos sur lesquelles on va pouvoir faire finalement aider l'opérateur pour aller là où ça vaut le coup d'aller regarder des problèmes. Et puis des choses beaucoup plus simples qui me plaisent aussi. Donc là, on est sur le gain opérationnel. Alors, on est sur des gains opérationnels sur les sujets qui nous préoccupent, c'est-à-dire aller plus vite, connecter de la donnée. Alors, l'un de nos premiers sujets, c'était connecter les bandes tests. Thales, c'est à peu près 1 millier de bandes tests dans le groupe. Donc ça, ces bandes tests-là, aujourd'hui, ne sont pas tous connectés. C'est un peu compliqué. On a parfois des réseaux défense. Et ça, il y a plein de valeurs. À chaque fois qu'on teste un produit, c'est des éléments qu'on va pouvoir cumuler et analyser pour faire un retour vers l'ingénierie. Donc ça fait partie des premiers éléments. Donc gain dans la conception, gain dans la qualité qui est centrale chez nous, et puis aussi gain dans l'efficience et dans la main-d'œuvre pour réduire les temps de traversée. Donc la montée en compétences peut-être des techniciens aussi. Alors la montée en compétences, ils sont très compétents, le maintien des compétences, leur développement, voilà, c'est ça les sujets. D'accord. Et par rapport à votre expérience, un parcours côté industrie 4.0 précédemment, je crois, chez SNCF. Alors là, je parle sous le contrôle parce qu'il y a un premier rang là. D'accord, c'est ça. qui est blindé de cheminots là. Peut-être une comparaison, une idée. Il y a des constantes. Il y a des constantes. Le premier, c'est quand j'étais chez SNCF, il y a pas si longtemps que ça, on parlait de UX usine. Globalement, l'intérêt porté sur l'opérateur, la symétrie des attentions, qui est également un point commun que je retrouve chez Thales, avec finalement un travail sur tout ce qui est nouveaux outils digitaux, qui est travaillé avec le Design Center. On en a plusieurs dans le groupe, avec le déploiement du Design Thinking dans le groupe, qui est assez important. L'autre élément, c'est le côté data-driven. Effectivement, la donnée, c'est central. Alors, spécifiquement, quand on est sur des technologies très pointues, très complexes, il faut qu'on les analyse, qu'on puisse capitaliser autour de tout ça. Et puis, il y a les mêmes pièges, comme partout. Surtout quand on est dans une boîte de technologie blindée d'ingénieurs, on aime bien les trucs qui brillent et qui clignotent. On aime bien faire des POC. Et le vrai sujet sur l'industrie 4.0, c'est finalement comment on dépasse le côté gadget, parce que c'est super facile de montrer à un chef un truc super rigolo, super sympa, mais le passer à l'âge à l'égel, c'est un peu compliqué. Donc aller au CES, ça peut être simple. Industrialiser, c'est plus compliqué. C'est ça, on va faire simple. Et puis, ce qui est marrant, et ce que je vois toujours quand j'échange là sur l'histoire de CES, moi j'aime bien tous les logos, parce qu'il n'y en a pas un qui est américain. Que moi, la plupart des échanges que j'ai eus sur là où il y a des trucs qui font vraiment waouh, mais qui ont du sens économique, c'est pas forcément aux États-Unis, c'est plutôt en Allemagne, c'est plutôt en Asie. Donc je pense qu'on ne regarde pas au bon endroit souvent sur l'industrie. C'est une belle transition pour aller à Hanovre du coup. Exactement. Merci beaucoup en tout cas pour ce partage. Et puis du coup on va pouvoir continuer notre soirée avec la table ronde. Merci beaucoup. Alors du coup on aménage pour donc une table ronde avec Icassini, We6 Lab et Fieldbox que j'invite à me rejoindre. Merci. 2, 3. On a 4. 3. Ouais, nous en manque un dans le coup. Merci. Ouais. On se met là, je précise. Oui, c'est bon. On se décale pas trop? Non, je peux me resserrer.
Déjà, merci d'avoir pu vous libérer pour ce hub. Déjà, on va prendre une petite minute ou deux pour faire un petit tour et puis se présenter. Peut-être quelles sont vos activités, vos enjeux, quels services vous proposez aujourd'hui dans l'industrie justement et l'industrie 4.0. Oui. Commence. Ouais. Bon, bonsoir. Donc moi je suis Cédric Guébillard. Donc je suis au départ de Cassini. Je suis pour l'évolution de Cassini depuis le départ. Depuis 2017, ça a commencé. La plateforme eCassini est disponible depuis juin 2018. Donc mes rôles, moi, ça va être de développer le réseau eCassini. Donc on a 6 distributeurs en France aujourd'hui et 2 à l'étranger, au Portugal et au Mexique. Je développe aussi avec les développeurs l'application et je fais le lien avec les utilisateurs. Et la solution d'eCassini, du coup? La solution d'eCassini, c'est de proposer une plateforme qui permet d'exploiter l'espace aussi bien public que privé sur le web. Donc par le biais d'un nuage de points et de données géographiques 3 dimensions. D'accord. Qui est construit comment, ce nuage de points, du coup? Donc le nuage de points, c'est soit le client qui va le générer, soit il le fabrique avec nous et nos appareils que l'on utilise. D'accord. Merci. Ulrich, W6 Lab? Oui, bonsoir tout le monde. Donc je m'appelle Ulrich Rousseau, je suis dirigeant et cofondateur de W6 Labs. Notre métier, c'est la collecte et le transport de données issues de capteurs. On a développé un outil logiciel qui permet de déployer, exploiter et maintenir en condition opérationnelle des réseaux de capteurs sans fil, très longue portée sur des technos LoRa, Sigfox. Et notre métier, c'est de présenter une donnée à nos clients, une donnée qui va être horodatée, de bonne qualité, et on vient couvrir des problèmes de zone blanche. À la question, la 5G couvrira-t-elle la campagne profonde? Peut-être à certains endroits, mais pas partout. Et donc, on veut pouvoir fournir une solution pour apporter de la connectivité n'importe où, en fonction de l'usage qu'on cible. Et donc, du coup, dans différentes industries? Dans différentes industries. On a 2 verticaux, la Smart City, avec plusieurs déploiements dans le monde entier. Et sur l'industrie, on est vraiment purement sur des sujets de maintenance. Je ne parle pas de maintenance prédictive, pas encore, parce qu'avec LoRa, c'est toute petite quantité de données. On est plutôt sur des sujets de maintenance préventive, voire de maintenance conditionnée. On aide les techniciens de maintenance à prendre les bonnes décisions. On leur apporte le bon indicateur au bon moment pour les aider à mieux faire leur métier. Super. Merci, Eric. Clément, petite présentation? Oui, bonsoir à tous. Clément Collignon, donc je m'occupe de la croissance chez Philbox AI. Philbox AI, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme qui permet de déployer des algorithmes, en particulier d'intelligence artificielle, dans les opérations industrielles, donc de résoudre un certain nombre de problèmes qu'on a évoqués d'industrialisation de la data dans les process industriels, de connectivité aussi, de ne pas rester à la porte de l'usine ou de ne pas rester dans un labo de recherche, mais de pouvoir vraiment utiliser les advanced analytics dans les opérations. Et donc on traite effectivement de sujets comme la maintenance prédictive. Par exemple avec Total, on a travaillé sur la prédiction de pannes de pompes qui sont au fond des puits de pétrole. On a travaillé également avec la SNCF pour prédire les pannes d'escalators dans les gares. Et on était présent au CES, donc avec Total, l'an dernier avec Aéroport de Paris, avec qui on a travaillé sur le système de tri-bagages. Et voilà. Du coup, poser la question du retour du CES, alors c'est pas la première année. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Alors, c'était encore mieux cette année. Je ne sais pas si c'était parce que c'était Total ou versus ADP, ou si parce que j'y étais alors que j'y étais pas l'an dernier. En tout cas, effectivement, pour nous, ça a eu un impact hyper positif, à la fois en termes de communication, de chambre d'écho par rapport à un certain nombre de messages qu'on essaie de faire passer, par rapport à notre relation avec Total aussi, évidemment, et un ensemble d'opportunités qu'on a pu déclencher grâce à ça. Et du coup, là, en tant que start-up, la relation grand groupe, la peut-être complexité de naviguer dans cet environnement-là, comment vous la percevez aujourd'hui? Alors, c'est une vaste question, donc je pense qu'on déborde de l'intro. D'abord, pour en revenir au CES, je pense que c'est un formidable accélérateur, puisque clairement, ça nous donne l'opportunité de présenter à des C-level executives
des délégations qui permettent à la fois de toucher vraiment le sommet de ces organisations, mais aussi les directions opérationnelles, ce qui est important pour voilà, toucher l'ensemble d'une verticale de décision et donc pouvoir agir assez vite par la suite. Et après, plus généralement sur cette question, les éléments importants pour moi, c'est d'avoir en fait un ciblage des opportunités et un pricing, un phasage, une calibration qui sont en adéquation avec ce qu'on est capable de délivrer. Et je pense que c'est souvent une erreur que font les startups dans leurs interactions avec des grands groupes, c'est de justement soit viser trop petit, soit trop gros. Mais ce qui est dur, c'est de trouver un bon fit au-delà de la problématique d'adéquation du produit. Aussi au niveau commercial, de réussir à bien calibrer ses efforts et sa proposition. Ça marche. J'ai été un peu plus loin, comme il y avait déjà eu les cas d'usage présentés, du coup je me suis dit je pousse. Je reviens du coup vers vous. Donc Icassini, Cédric, petit partage d'expérience, chantier en cours côté Icassini. Donc oui, on a vu des gestionnaires de réseau donc, qui sont intéressés par la solution, donc Veolia pour tout ce qui est la gestion de l'eau et Suez. Donc avec eux, on a mené un POC qui avait pour but de tester la solution lors de l'utilisation et leur process. Donc on a fait par exemple le relevé 3D de 3 espaces différents qui va être en urbain, rural et excusez-moi, avec des habitations. Et l'idée était de gérer et trouver les process les plus adaptés pour être plus productifs. Et donc, à travers l'application, on a pu faire le déploiement de toute leur base de données synchronisée avec le nuage de points. Donc, le nuage de points, c'est l'environnement en 3D de l'espace souhaité. Et donc, du coup, sur ce nuage de points, il crée de la valeur. Qu'est-ce qu'ils doivent... L'idée, c'est d'associer au nuage de points, qui est l'information en 3D de l'espace, d'ajouter la data de leur base de données. Donc, tous les réseaux souterrains, de façon précise, souterrains. D'accord. Donc, un parallèle entre la maquette numérique donc, et la donnée terrain. On a la possibilité de faire une Smart City avec une solution comme Icassini. La même chose en intérieur. Et on a rencontré aussi une autre entreprise qui, elle, s'occupe plus du réseau de la fibre. Donc c'est TDF qui fait le déploiement de la fibre pour Orange, par exemple, et qui souhaite utiliser Cassini pour continuer à faire le déroulement de cette fibre, car ils ont énormément de retard. Et l'idée, c'est de insérer Cassini au process pour gagner jusqu'à 80% de bénéfices sur la phase d'analyse, en tout cas de tout ce qui est infrastructure au départ. D'accord, merci. Ulrich, peut-être un retour d'expérience côté WeSix sur des cas d'usage industrie ? Un usage industrien de maintenance conditionnée, par exemple. Je vais vous parler de Keolis à Rennes. Keolis, on est rentré chez eux, comme chez tous nos clients, en fait, par la fuite d'eau. On a mis des capteurs sur les compteurs d'eau, en fait, pour détecter des fuites d'eau. Et une fois qu'on a déployé un réseau pour chasser les fuites d'eau, les chauffages mal réglés, on s'est dit, tiens, on va mettre des capteurs dans les bus, parce qu'il y a plein de trucs à faire dans les bus. On a commencé à très court terme, donc avec les équipes de maintenance, à compter le nombre d'ouvertures de portes dans les bus. Il faut savoir qu'à Rennes, et probablement dans d'autres villes en France, la porte du milieu dans les bus s'ouvre 3 fois plus que la porte arrière, et ça on l'a mesuré. Et donc ça a permis en 15 jours en fait, de changer les opérations de maintenance, et on passe plus de temps sur la porte du milieu que sur la porte arrière pour les opérations de maintenance. À la suite de ça, on ne s'est pas arrêté là. On a voulu plus de finesse dans ces opérations, et donc on vient faire on vient anticiper les pannes, on vient surveiller en fait la consommation électrique sur les moteurs de porte, et on sait aujourd'hui détecter en temps réel. En fait, on a un capteur intelligent, on a embarqué de l'intelligence, on parlait de edge computing tout à l'heure. En fait, on embarque l'intelligence dans le bus au niveau du capteur, et tous les soirs, on vient envoyer sur un serveur qui est local en fait au dépôt de bus. Tel bus a eu un comportement anormal, quoi. Et on sait détecter aujourd'hui une porte qui s'ouvre, une porte qui se ferme, une porte qui est coincée par un utilisateur, mais on sait aussi détecter en fait un moteur qui fatigue. Il faut savoir qu'un moteur qui casse en pleine exploitation, c'est un coût monstrueux en fait pour l'exploitant, parce qu'il faut amener un autre bus, changer les voyageurs de véhicules.
et renvoyer le bus en fait à l'atelier de maintenance pour réparation. Donc ça, en fait, on arrive à le prédire un petit peu en avance et avec un bon niveau de certitude, dire que le moteur va tomber en panne. On ne sait pas encore dire si c'est dans les prochains jours, les prochaines semaines, mais on crée des indicateurs pour aider les techniciens de maintenance dans leur boulot, quoi. D'accord. Et du coup, si on pose la question du CES en tant que start-up dans l'industrie, c'est la raison du CES. Ouais. On irait pour l'industrie, du coup? Deuxième participation également l'année dernière avec Engie, cette année avec l'Institut Mines Télécom. Le CES pour les startups, en fait, c'est un salon qui est hyper exigeant. Peut-être le plus exigeant en termes de préparation, avant, pendant, on finit sur les genoux. J'ai pas encore tout à fait récupéré. Et après, en fait, pour suivre tous les leads, en fait, qu'on a pu récupérer sur place. Ma motivation cette année pour aller au CES, c'était d'abord une opération de veille. On voit, comme vous, grand groupe, hein, on voit à un instant T ce qui se fait de mieux en termes d'innovation. On voit les grosses tendances, on voit la 5G arriver. Et puis à Eureka Park, en fait, on voit les startups en fait, qui travaillent sur les briques techno qui vont permettre, dans les 10 prochaines années, en fait, de toutes ces prédictions en fait, de se réaliser. Et donc c'est un outil de veille qui est assez fantastique. Le deuxième point, et là j'enfonce des portes ouvertes, c'est que c'est avec le décalage horaire, c'est un bon moyen de rencontrer des prospects européens qui sont disponibles pour nous écouter pendant 3 ou 4 jours. Et finalement, c'est une réalité, on voit énormément d'Européens, ça génère énormément de leads européens. En fait, c'est un petit peu dommage d'aller à l'autre bout de la planète pour ça. Il y a, à ma connaissance, peu ou pas de salons en fait, d'une telle envergure en fait, qui permettent de faire ça en Europe. Voilà, peut-être quelque chose à Pas la organiser. même culture quand on est là-bas, du coup. Tout à fait. Ouais. D'accord. Clément, peut-être quelque chose à rajouter, peut-être marquant côté CES ou un retour Non, je faisais la blague c'est la bonne occasion de les rencontrer aussi parce qu'ils sont décalqués comme tout le monde. Tout le monde est sur les genoux, donc ça facilite aussi la conversation. C'est vrai qu'au-delà des formalités et du côté un peu marathon des journées, il y a aussi un certain nombre de soirées. Alors même si on n'est pas dans les grosses soirées des grosses boîtes américaines de tech qui sont un peu bling bling, etc., qui font un peu partie du mythe aussi de Las Vegas. Nous, ça nous a aussi permis de consolider certains liens, en particulier avec la BPI, puisqu'on va entrer au hub BPI là, cette année. Donc il y a quand même aussi des choses qui se passent en plus, je dirais, de ce qui se passe sur le stand et directement à l'Eureka Park. Merci. Merci à tous les trois pour ce retour d'expérience. Je ne sais pas si vous avez des questions, peut-être par rapport à nos invités. Est-ce qu'il y a des sujets que vous souhaitez échanger ?